Le foot nous raconte une histoire économique et ça tombe bien parce que je suis journaliste économique. Alors sur cette chaîne, chaque semaine, on va déchiffrer l'économie du sport le plus populaire au monde avec des acteurs, avec des experts. On va parler évidemment enjeux de société, technologie, mais aussi management. Dans cette vidéo, on va se demander si on peut gagner de l'argent dans un club de foot professionnel. Et mon invité, c'est Christophe Chenu. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, tu es dirigeant et entrepreneur, dirigeant à la fois dans le monde du foot, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous résumer ton CV en quelques mots ? Alors, dans le monde du foot, j'ai été, au siècle dernier, président du Stade de Reims et ce siècle-là, administrateur du Paris Saint-Germain, d'Évian Thonon-Gaillard, de Rennes, du Stade Rennais et aujourd'hui du LOSC Lille. Dans le monde de l'entreprise, j'ai commencé ma carrière dans la publicité. J'ai été longtemps dans un grand groupe qui s'appelle DDB. Puis j'ai dirigé l'équipe Lacoste. Je suis le fondateur d'un média, cofondateur d'un média qui s'appelle L'Opinion. Et j'ai fini dans une agence de mannequins qui s'appelle Elite. T'as fini. T'as rebondi en tout cas plusieurs fois dans ta vie, dans plein de secteurs. Et ton CV, ton parcours, il est marqué par des allers-retours entre le monde de l'entreprise classique, on va dire, et le monde des entreprises footballistiques. Alors je dirais pas aller-retour, parce que j'ai fait les deux en parallèle. Une porosité. Voilà, puisque l'activité footballistique était globalement bénévole. Et l'activité professionnelle était globalement rémunératrice. Voilà, donc, mais j'ai fait les deux en parallèle. Alors, bénévole, rémunératrice, on va démarrer cette interview en te demandant si c'est possible de faire de l'argent quand on gère un club de foot pro. Alors absolument, et il faut d'ailleurs tordre le cou à pas mal d'idées reçues sur le sujet. On parle souvent du déficit du football français. Le déficit du football français, il est très souvent l'apanage de 2-3 clubs qui investissent très fortement, parfois pour des raisons extrasportives et qui n'atteignent pas leurs objectifs sportifs en ayant investi sur des joueurs ou sur un staff important. Pour le reste, la grande majorité des clubs équilibrent ou gagnent de l'argent. En ce qui me concerne, je n'ai connu que des clubs qui n'ont pas perdu d'argent, qui en ont gagné, et j'en connais beaucoup en France qui vivent bien, et à l'étranger, si on prend le cas de l'Angleterre, qui peuvent même gagner beaucoup d'argent et se revendre très très cher. Donc c'est une économie à part entière aujourd'hui, avec beaucoup de millions d'euros qui circulent entre les droits télé, entre le sponsoring, entre la billetterie, entre le merchandising. Et si on veut gérer ces clubs-là dans une logique à la fois sportive et économique, on peut parfaitement en faire une activité rentable. Voilà, une activité rentable. Il y a un de tes postulats, un des sujets que tu défends, c'est de dire que ceux qui réussissent dans le foot ont toutes les cartes pour réussir après dans l'entreprise, après ou en parallèle. Est-ce qu'on peut articuler une petite réflexion là-dessus ? Est-ce que réussir dans le foot, c'est la garantie qu'on va être successful dans le monde du business ? Alors là, je parle effectivement des dirigeants, pas des joueurs, parce que les joueurs, c'est un autre monde. Il y a des joueurs qui se reconvertissent. Voilà, mais moi, je suis du côté des dirigeants. Je suis joueur de foot, mais je n'ai jamais été joueur de foot professionnel. Alors, j'ai coutume de dire que le management d'un club de football de haut niveau est le crash test managérial par excellence. Parce que tout y est plus compliqué, à mon sens, que dans le management d'une entreprise classique. Ayant fait les deux en parallèle, je pouvais en juger entre mon emploi du temps du lundi au vendredi et mon emploi du temps le samedi et le dimanche. Alors pourquoi je dis ça ? C'est que dans une entreprise classique, le patron a à peu près tous les outils pour diriger ses salariés. Il a des grilles de salaire, des managements intermédiaires, il est lui-même souvent le mieux payé ou un des mieux payés, et c'est lui qui s'adresse à l'extérieur, aux médias, aux actionnaires, aux clients, aux ayants droit. Ces salariés ont un contrat de travail qui est très classique, le CDD ou le CDI, qui sont les contrats les plus faciles à interrompre s'il y a un désaccord. Ça se fait autour d'un chèque, éventuellement d'un prud'homme si ça se gâte, mais c'est relativement simple. Et surtout, la plupart de ces décisions ne sont jamais médiatisées ou ne font pas la une d'un journal télévisé, d'une radio ou d'un grand quotidien. Donc, il a un relatif confort dans les outils à sa disposition pour gérer une entreprise. À l'inverse, lorsque vous êtes dirigeant, qui plus est bénévole, d'un club de football professionnel, vos joueurs sont évidemment beaucoup mieux payés que vous, beaucoup plus connus, ont un impact beaucoup plus fort sur le résultat, puisque c'est eux qui jouent et qui marquent le but ou qui ne le marquent pas. Ils ont un contrat qui les met en position de force vis-à-vis du club, puisque contrat à temps veut dire que si vous voulez vous en séparer, vous devez lui payer l'intégralité du temps restant, plus quelques indemnités. C'est autre chose qu'une indemnité de prud'homme. Voilà, et surtout, vous perdez sa valeur marchande, parce qu'un joueur, il a une valeur de transfert, c'est un actif, et donc vous le perdez. Donc en fait, le rapport de force managérial est inversé, donc c'est beaucoup plus compliqué, sans compter que bien évidemment, tout ce qui va être dit ou imaginé par les médias va être le jour même à la une de tous les sites internet, de tous les réseaux sociaux, de tous les médias, et vous êtes toujours
en réaction contre une crise. Parce que tel joueur s'est plaint, parce que l'entraîneur n'est pas content du recrutement, parce que ceci, parce que cela. Même si c'est pas vrai, vous êtes obligé de réagir ou pas, mais vous êtes toujours pris à défaut et en réaction, jamais en maîtrise de la communication. Mais quand on est fondateur ou fondatrice d'une entreprise, les entrepreneurs le savent, on est tout le temps en train de réparer des cafetières, on est toujours en train de réparer des trucs qui vont pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus complexe avec la gestion d'un club de foot ? À quoi tu penses, des exemples très concrets ? L'exemple très concret, c'est que, bon, d'abord, comme je le dis fréquemment, le football est un sport individuel qui se joue à 11. Donc, vous avez, si on prend la partie sportive, un effectif de 25 personnes plus le staff, qui sont tous des stars, des égaux, des talents, et qui jouent tous quand même beaucoup pour leur carte personnelle, leurs statistiques personnelles, leur carrière personnelle. Et arriver, lorsque vous n'avez pas tous les pouvoirs dont je parlais tout à l'heure, à faire en sorte que ces 25 personnes constituent un groupe de 11 ou 18 ou 20, selon le nombre de personnes, de joueurs qui joueront le week-end, et gagnent de façon régulière pour atteindre les objectifs, est extraordinairement complexe d'un point de vue de psychologie. On n'est que dans l'humain. Et il faut trouver tous les leviers qui ne sont pas forcément les mêmes pour tel joueur ou pour tel autre, éviter toutes les boulettes qui vont faire qu'il y aura des crispations, des tensions entre les uns et les autres, pour constituer un collectif avec un groupe de super individualités qui se prennent tous, à tort ou à raison, pour la personne la plus importante de l'entreprise. Quand tu parles de super individualité, quels sont les points communs et les différences entre, par exemple, un comité de direction, tu vois, le top management d'une boîte, et les top joueurs d'un club ? Oh, il peut y avoir des points communs qui sont qu'un comité de direction, a priori, les gens qui en font partie sont d'un haut niveau dans leur profession, ont probablement également un ego important. Donc ça peut être un point commun. Maintenant, il y en a un qui s'occupe de l'informatique, l'autre du commercial et le troisième du marketing. Leurs interactions existent, mais ils ont quand même tous une mission claire définie, et il n'y a pas besoin tout en permanence de réorganiser, de changer, de gérer, ne serait-ce que des remplacements qui sont très compliqués à gérer pour un entraîneur. Donc les choses sont beaucoup plus cadrées, beaucoup plus normées. Puis j'insiste surtout, le patron qui est au-dessus a le pouvoir sur eux. Il y a une hiérarchie pyramidale qui existe et qui est matérialisée, une fois de plus, par tout un tas d'éléments concrets, factuels, juridiques, et qui font que ça fonctionne. De l'autre côté, il n'y a pas tout ça, et il faut se débrouiller pour bien comprendre, avoir toute la psychologie pour arriver à faire fonctionner ces joueurs qui, pour beaucoup, sont en concurrence directe l'un avec l'autre. On parle de 25 joueurs parce qu'il y a 2 arrières droits, 2 arrières gauche, 4 arrières centraux, et toute la semaine, ils vont se bagarrer l'un contre l'autre pour être titulaires, parce qu'ils veulent jouer. Et on est plus parfois dans la compétition interne que dans la complémentarité. Il y a une tension dans les clubs de foot, ou en tout cas, de mon regard externe que je perçois, entre les postes d'attaquants qui font rêver. On imagine qu'il y a plein de jeunes qui rêvent d'être attaquants, mais en même temps, il y a une réalité, c'est qu'il faut aussi des défenseurs, il faut aussi des milieux de terrain. Est-ce que tu sens un parallèle pareil dans le monde de l'entreprise, où il y a des fonctions stars, des postes stars, des jobs stars, et d'autres ultra fonctionnels et ultra importants, et comment on fait pour staffer les deux bords ? Alors, moi j'ai eu une expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur. J'étais associé avec quelqu'un qui est resté mon frère jumeau, entre guillemets, professionnel. Et on se caractérisait en disant qu'il y en avait un qui était un attaquant et l'autre qui était le défenseur. Mais on était aussi importants l'un que l'autre dans le fonctionnement de l'entreprise. Quand je dis qu'il y avait un attaquant, je m'occupais plus du développement et lui plus de la gestion. Et je faisais rentrer de l'argent, il évitait lui que l'argent ressorte trop. Mais on n'avait pas le sentiment qu'il y en avait un qui était plus important que l'autre. Je ne suis pas persuadé que l'un soit non plus important que l'autre dans une équipe. Alors c'est vrai que les mieux payés sont les buteurs, ou les grands milieux de terrain offensifs et autres, parce que c'est plus difficile d'être très très bon à ce poste-là, parce qu'on a tout simplement besoin d'être meilleur techniquement, plus rapide et autres, parce que tout va plus vite quand on se rapproche du but adverse et tout est plus complexe. Mais aujourd'hui, une grande équipe, c'est aussi un grand gardien. Donc un gardien peut rapporter à lui tout seul 10 points dans une saison. Je pense qu'on a aujourd'hui un gardien en équipe de France qui l'a démontré. Il a autant d'importance, il a sauvé un résultat récemment. Tu parles de Maignan ? Voilà, Maignan, et ça valait 2 points, comme un but aurait valu 2 points.
besoin. Et un défenseur ou un milieu peut avoir également ce rôle-là. Donc, qu'il y ait une différence de starification, oui. Qu'il y ait une différence de rémunération, oui. Après ça, tous ont, à mon sens, la même importance collective et généralement un ego à peu près équivalent ou un talent à peu près équivalent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les gamins qui sont très doués, qui finissent professionnels, au début sont toujours avant-centre. Et puis au fur et à mesure du temps, ils reculent parce que plus le niveau monte, ils n'arrivent pas à rester suffisamment plus forts que les autres pour rester avant-centre. Donc ils terminent milieu de terrain ou parfois arrière central. Enfin, mais quand vous interrogez Vicente Lizarazu était un attaquant et il a fait une carrière fantastique en latéral gauche. Donc on voit bien que à un moment c'est le niveau qui fait que c'est plus difficile. Et alors le poste de gardien est très particulier, mais c'est plus difficile d'être attaquant que d'être. Arsène Wenger en parlait très bien. Arsène Wenger expliquait j'ai plus en tête ces chiffres, un défenseur avait en moyenne 1,5 secondes, je crois, pour décider de ce qu'il allait faire. Le milieu de terrain avait une demi-seconde et l'attaquant avait un dixième de seconde. Et en fait, il faut réussir dans un délai qui est beaucoup plus étroit à faire le juste geste technique la différence plus court. Tu parles d'Arsène Wenger. Moi, il y a une citation de lui qui m'a fait un peu tomber dans le foot. C'est Thierry Henry qui le cite et qui parle de son époque, quand il travaillait avec Arsène Wenger. Il disait, à cette époque-là, on parlait pas de nos résultats, on parlait de la manière dont on joue. Et moi qui tombe dans le foot assez récemment, aujourd'hui, j'observe qu'on parle assez peu de la manière dont les gens jouent, dont les joueurs jouent, dont les clubs performent. On parle tout le temps de leurs résultats, mais pas forcément de la manière ou de l'esprit, de la manière dont ils travaillent, dont ils jouent. Est-ce que tu observes aussi que dans les entreprises, parce que toi, tu as un pied dans le monde corpo, j'ai envie de dire, et un monde dans le foot, est-ce que tu trouves pas aussi que quand on juge les performances d'une entreprise, aujourd'hui, on est beaucoup sur le résultat, et pas forcément sur la vision, sur la mission, sur... tu vois, ce que font les entreprises sur le moyen terme? Alors, moi, mon point de vue, d'abord, on reparle pas mal de la manière dans le football, et j'en suis un peu un représentant avec le club de Lille, puisque cette année, nous sommes avec Paolo Fonseca, notre entraîneur réputé comme ayant justement une philosophie de jeu, que certains d'ailleurs qualifient de romantisme, mais qui quand même donne des résultats, on le constate. Et cet entraîneur fait passer le jeu, la philosophie, le style, avant même le résultat est devenant une conséquence de la maîtrise totale du ballon, de la technique et ainsi de suite. C'est un pari, c'est vrai, parce que parfois, tout le monde apprécie de regarder Lille, mais le supporter de Lille, il veut aussi qu'on gagne. Donc c'est relativement logique. Mais on reparle de ça, on en reparle avec d'autres clubs en France aujourd'hui et d'autres clubs en Europe. Bon, il y a eu la méthode du Barça et ainsi de suite. Donc, il y a pas que ça. Mais c'est vrai que le résultat... Alors, moi, mon point de vue, c'est que le résultat permet tout le reste. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur le style, sur le jeu, si vous avez des résultats, parce que ça vous donne le temps. Ouais, si vous n'avez pas de résultats, à un moment donné, on va vous dire, non, c'est plus possible. Les enjeux économiques, sportifs, populaires et autres sont trop importants. Donc, on arrête cette philosophie, ça va pas être possible, ou alors on change d'entraîneur. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Une entreprise qui veut être très sociale, très éco-responsable, très inclusive, et ainsi de suite, elle aura le temps de vraiment développer tout ça si ses résultats sont bons. Mais si ses résultats sont pas bons, à un moment donné, les actionnaires ou la bourse va sanctionner et du coup, le manager va partir et on va... Donc, le résultat est plutôt un atout pour faire cela. Et en tout cas, il faut pas l'occulter parce que sans le résultat, vous n'y arriverez jamais. C'est pareil, tous ceux qui veulent donner de l'argent à des causes, s'ils gagnent pas de l'argent avant, ils peuvent pas le donner. Donc il faut d'abord gagner de l'argent pour après le redonner. Donc moi je pense que le résultat est indispensable pour faire le reste. Et aujourd'hui, on est dans une époque, que ce soit dans le foot ou ailleurs, où de plus en plus de gens ont envie de faire le reste. Et c'est très bien. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de starification, on parlait de la parole du dirigeant qui, dans le milieu du foot, filtre beaucoup, très vite. Il y a une différence de rythme médiatique entre la parole du dirigeant de foot et la parole du dirigeant d'entreprise. Moi, je suis journaliste économique, j'interviewe souvent des dirigeants, des dirigeantes. On a l'impression que un dirigeant dans le foot, ça doit prendre beaucoup plus de pincettes pour parler. Un dirigeant, ou d'ailleurs un acteur du foot. Comment on peut réfléchir un peu là-dessus, là ?
En fait, le sujet, c'est l'hypermédiatisation tous azimuts du foot, réseaux sociaux, Internet, radio, presse, télé, permanente. Combien d'heures de radio par jour sur le foot? Et pourtant, en France, on n'a pas beaucoup de médias. Si on se compare au Portugal ou à l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de médias sportifs. Oui, mais aujourd'hui, de toute façon, les réseaux sociaux font le reste. Donc, on a cette instantanéité et cette interprétation, cette surinterprétation de tout. Et on le voit bien, les joueurs de foot, ils parlent comme ça. Ils veulent même pas qu'on le lise sur leurs lèvres parce que le moindre discussion avec un copain ou un adversaire devient une info, devient une polémique et peut faire fracasser un collectif ou autre. Donc aujourd'hui, l'ultra hypermédiatisation joue en fait contre les médias parce que c'est la langue de bois à l'extrême. Il y a quelques champions du monde de la langue de bois dans le monde du football. C'est encore trop dedans, donc je peux pas te demander de dire des... C'est un peu dommage, mais c'est forcément, enfin c'est indispensable parce que la moindre, même parfois même un non-dit, crée une polémique. Je prends cet exemple qui était Giroud juste avant l'Euro, qui lors d'une interview après match dit on ne m'a pas assez cherché sur le terrain. À l'Euro 2020. Avant l'Euro 2020 qui a eu lieu en 21. On ne m'a pas assez cherché sur le terrain. Ça a été interprété comme une attaque contre Mbappé, qui a dû se défendre. Et on a créé une polémique d'une phrase dont on ne sait même pas à l'origine s'il ciblait Mbappé. C'est une interprétation de journaliste qui a réinfusé. Alors il a dit voilà, peut-être il avait dit quelque chose du style peut-être que j'ai pas été bon parce qu'on ne m'a pas assez trouvé ou pas assez cherché sur le terrain. Il se défendait lui-même, il attaquait pas forcément quelqu'un d'autre. Je sais pas ce qu'il avait en tête, mais de cette phrase-là où il ne citait personne, on a réussi à créer une polémique. Donc faut être d'une vigilance absolue. Donc c'est vrai que un dirigeant d'entreprise, il sera plus à l'aise d'une part, et puis même s'il fait une chaîne de télé, pour ne pas la nommer, une chaîne de télé business ou un journal business, c'est pas non plus repris sur tous les réseaux, sur TF1, en boucle, interprété, donc c'est un peu plus facile. Alors attention, pardon, aux conneries, mais aussi ça peut être un vrai outil quand même, la prise de parole dans un média pour un coach, pour un entraîneur, pour un dirigeant de foot. Oui, évidemment, si on veut piquer au vif quelqu'un ou si on veut passer un message, un entraîneur saura très très bien à un moment donné se plaindre du recrutement fait par son club pour se protéger ou pour préparer sa sortie. Ou celle de son directeur sportif. Voilà, exactement. Un entraîneur saura aussi par moment remobiliser un joueur en le pointant directement ou indirectement du doigt dans une conf de presse, ou au contraire prendre sur lui la charge de l'échec pour faire retomber la pression. Donc, les entraîneurs sont très très forts pour justement, en général, dire ce qu'il faut dire et utiliser l'outil médiatique à des fins de management. Parfois, par contre, il y a la boulette, la phrase un peu émotionnelle qui sort trop vite et contre laquelle, alors, on pourra s'excuser après et autres, mais ça aura été repris 1000 fois. En une nanoseconde. Ouais, une nanoseconde, ouais. Alors, on voit le rôle des médias dans le foot. Est-ce que si le foot féminin était un peu plus médiatisé, tu penses qu'il serait plus populaire ? Alors, de toute façon, la médiatisation n'est qu'une conséquence de l'intérêt que suscite, alors en l'occurrence, un sport. Donc, pour l'instant, s'il n'est pas plus médiatisé, c'est qu'il n'est pas plus médiatisable au sens trouver des partenaires, des sponsors ou des chaînes qui vont acheter des droits pour le retransmettre. Malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, le foot féminin pâtit, à mon sens, du fait d'une pyramide qui est beaucoup trop étroite sur le haut niveau. Il y a grosso modo 2 vrais clubs en France qui sont PSG, Paris OL et Lyon, d'abord, PSG ensuite. Donc avec un championnat qui est très rapidement écrasé par ces 2 équipes. Et en Europe, on a relativement là aussi peu d'équipes. C'est qui ton top 5 des équipes féminines en Europe ? On les a vus récemment. Il y a Barcelone, il y a Chelsea de mémoire, il y a évidemment Lyon et Paris qui sont très performantes au niveau européen. Et je dirais qu'il doit y avoir une autre équipe anglaise, mais je sais même plus. Je crois que c'est Manchester qui est une bonne équipe. Manchester City peut-être. Et puis même quand on est au niveau d'une compétition des nations. Là aussi, il y a des grandes disparités. Les US rasent tout. On a très vite des 7-0, des 8-1. Donc, aujourd'hui, ce qui manque au football féminin, c'est une base plus importante de joueuses parmi les enfants, entre guillemets, pour produire plus de joueuses de haut niveau qui se répartiront dans plus de clubs, dans plus de pays pour créer des compétitions qui ont un intérêt sportif
un peu plus fort parce qu'il y a de la compète, quoi. Et à ce moment-là, le jeu est un peu différent, il y a des choses qui sont différentes, mais ça deviendra un sport qui intéressera, à mon avis, plus fortement les médias, et ça s'enclenchera assez facilement. Il y a déjà des personnalités intéressantes, parce que là aussi, je pense qu'il faut des stars pour que. Et il y a eu des joueuses américaines, européennes ou françaises qui incarnent bien leur sport et qui le médiatisent bien. Donc il y a des ingrédients, mais il en manque un pour moi qui est une base beaucoup plus large pour faire des compétitions qui ont plus d'intérêt dans la durée. On est à quelques mois du mondial de foot féminin qui aura lieu en Australie, en Nouvelle-Zélande cet été. À l'heure, je crois qu'il n'y a aucune chaîne qui a acheté les droits de distribution. En France ? En France. Il y a un enjeu de décalage horaire parce que les matchs vont être à midi, en plus, heure de France. Ça va pas être facile au niveau du décalage horaire. Mais je suis pas forcément surpris de ça. Cela étant, il y a beaucoup de sports qui sont aujourd'hui en peine de diffuseurs ou de diffuseurs payants que sont des grands sports comme le hand, le basket ou autre. Toutes les compétitions sont pas retransmises ou parfois en OTT sur internet. Donc c'est aujourd'hui le foot masculin écrase un peu tout, les grandes compétitions, alors Roland-Garros, Tour de France et autres écrasent un peu tout, et le reste, il reste quelques miettes pour beaucoup de sports, et le foot féminin fait un peu partie de cette deuxième catégorie aujourd'hui. Mais je pense que mécaniquement ça va venir, il faut du temps, ça peut pas se faire en un jour, c'est récent, et croisons les doigts. Merci beaucoup Christophe. Christophe Chenu, dirigeant et entrepreneur dans le monde du foot et dans le monde des entreprises plus classiques, d'avoir décrypté avec nous plusieurs sujets. On a parlé de la réussite dans le foot. Est-ce que c'était un gage de réussite dans la vie corpo plus simple? On a parlé aussi de comment faire de l'argent dans un club pro et puis un petit peu de foot féminin. C'est la fin de cette vidéo. Tu vois, le foot raconte une histoire économique et ça tombe bien parce que je suis journaliste économique. Donc, sur cette chaîne, on décrypte des sujets qui ont un lien entre l'économie du sport le plus populaire au monde, mais on parle aussi technologie, faits sociétaux et puis management et parfois même motivation. Alors, si ces sujets et ce format te plaisent, eh bien, abonne-toi à cette chaîne. À très vite.